Rebonjour tout le monde, on est en ligne devant tout le monde. J'espère que vous avez pris une belle petite pause. Il fait très beau à Sherbrooke, je ne sais pas dans votre région, mais on en profite. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas ce printemps. Alors, peut-être sur l'heure du dîner, on aura un peu de temps d'aller voir le soleil. Mais d'ici là, on a une belle présentation qui s'annonce. Alors, vous voyez à l'écran Madame Nathalie Sasseville et Madame Marie-Pierre Baron. Je vais les laisser se présenter. Et le titre de leur présentation, c'est l'agression sexuelle dans les relations amoureuses, prévenir et mieux intervenir auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Une présentation d'environ 30 minutes. On a une période d'échange d'environ 15 minutes. Donc, vous êtes invité à écrire au fur et à mesure que les questions vous viennent dans le clavardage votre question et on les prendra à 11h45. Alors, mesdames, la parole est à vous. Oui, merci. Bien, bonjour tout le monde. Je me présente brièvement. Nathalie Sasseville, je suis travailleuse sociale et également chercheure à l'Université du Québec à Chicoutimi en travail social. Donc, ma spécialisation porte principalement au niveau de la violence conjugale et des personnes en situation de handicap. Bonjour. Je suis Marie-Pierre Baron, je suis orthopédagogue, je suis professeure aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'unité d'enseignement en adaptation scolaire et sociale. Je travaille avec Nathalie sur ce projet-là depuis quelques années, dans le sens où j'apporte une touche enseignement ou un volet enseignement là, à tout ce qui touche la prévention et les programmes de prévention. Donc, j'ai une thèse réalisée là, auprès d'élèves avec une spécification là, qui tourne autour du trouble du spectre de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Si ça vous va, je vais partager la présentation. Merci, Marie. Écoutez, pendant que Marie partage la présentation, je vais dès lors commencer parce que le temps nous est quand même compté. On sait dans la vie, dans les statistiques, que les femmes en situation de handicap, tous handicaps confondus, sont généralement près du double des femmes sans handicap à rapporter vivre de la violence conjugale. Donc, elles sont plus à risque d'en vivre. On sait également, si toujours on regarde au niveau des statistiques, au niveau des enquêtes populationnelles, que certains groupes parmi les personnes en situation de handicap qui sont plus à risque encore de subir de la violence conjugale, notamment si on regarde les personnes qui ont des handicaps plus sévères. C'est particulièrement le cas des femmes et des jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ce que nous on appelle les DI-TSA, ce que vous allez m'entendre appeler les personnes DI-TSA. Donc, évidemment, quand on parle de violence conjugale, on parle aussi de gravité de la violence. Hein? On sait que certaines formes de violence sont plus graves que d'autres, dont la violence sexuelle. Et ce que les statistiques nous apprennent, c'est que les femmes et les jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA sont plus à risque de vivre des agressions sexuelles. Et ces agressions-là aussi peuvent se survenir dans un contexte de relations amoureuses. Pourquoi s'intéresser à cette question? Bien, je pense que pour faire une brève mise en contexte du projet de recherche que je vais vous présenter, au Québec, on s'est, dès 2001, intéressé à cette question-là, et même avant, sur les agressions sexuelles faites aux personnes DI-TSA. Il y a eu en premier lieu le rapport « Les violences sexuelles, c'est non », qui exposait un bilan justement des ressources et de l'ampleur et des orientations qu'on devait prendre au Québec sur cette question-là. Il y a également aussi la stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles de 2016 à 2021 aussi, qui donne ces orientations-là. C'est dans ce contexte que Marie-Pierre et moi, on a été mandatés par le ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec la mesure 3 et 4 de la stratégie et aussi en lien avec les mesures 41-42. Excusez, je regarde mes notes parce que ma mémoire est vraiment pas bonne sur les noms et les chiffres. Alors, pour mener une recension de la littérature sur quelles sont les stratégies prometteuses d'intervention qui permettraient de prévenir la victimisation ou la perpétration des agressions sexuelles chez les jeunes qui ont une DI ou un TSA.
Donc, on voulait faire par cette recension de la littérature-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui est à retenir, mais également de savoir aussi, est-ce qu'il y a des particularités dans la prévention qu'elle s'adresse soit à la perpétration ou à la victimisation, mais également qu'elle se destine à une personne qui a une DI ou un TSA. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a mené une recension de la littérature, systématique de la littérature, dans 4 bases de données auxquelles nous avons aussi évalué la rigueur et la robustesse là, des études qu'on a évaluées. Dans le fond, ce qu'on cherchait, c'est évaluer des programmes je reprends ce que je viens de dire, c'est que ce qu'on voulait, c'est des articles qui présentaient des évaluations de programmes de prévention sur ces thèmes-là, et on voulait aussi évaluer la robustesse aussi de la méthodologie qui avait été utilisée pour évaluer l'efficacité de l'intervention. Donc, les études retenues devaient évidemment porter sur un programme de prévention des abus sexuels. Elle devait porter spécifiquement auprès d'une clientèle qui a une DI ou un TSA dans un contexte qui est similaire au Québec. Et évidemment, on excluait toute recension de la littérature qui n'était pas systématique ou qui ne s'appuyait pas sur une méthodologie de recherche. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu les fruits de notre réflexion qu'on a menée au cours des dernières années. Donc, à savoir quelles sont les leçons, les principes d'intervention que l'on peut tirer de la littérature en matière de prévention des agressions sexuelles qui sont transférables au programme de prévention, qui seraient transférables, dans le fond, au programme de prévention en violence conjugale. Donc, avant d'aller sur les résultats même, j'aimerais un peu vous présenter un peu l'état de la littérature qu'on a, des articles que nous avons retenus. Dans le fond, sur les 4 bases de données, il y a 30 articles portés sur des programmes de prévention entre les années 1984 et 2021. Si on regarde les types de programmes, il y a 3 types de programmes qui sont menés auprès des personnes DI-TSA. Donc, que ce soit des programmes d'éducation à la sexualité ou des programmes de protection à l'égard des abus sexuels. Et enfin, il y a un 3e type de programme qui porte sur les habiletés socio-émotionnelles en regard à la sexualité. Donc, sur les types de programmes, ce qu'on voit, c'est que les programmes portent davantage sur la protection à l'égard des abus sexuels, mais également sur l'éducation sexuelle ou une combinaison des deux, et très peu sur les habiletés, les programmes portant sur les habiletés sociales. Autre fait important, c'est que les cibles d'intervention, donc c'est-à-dire la clientèle visée par les programmes, c'est majoritairement, en tout cas en grosse majorité, la cible qui porte directement auprès des personnes ayant une DI ou une TSA, et très peu de programmes vont porter sur l'entourage immédiat de ces gens-là, donc c'est-à-dire la famille ou des intervenants avec les personnes avec qui ils pourraient être en contact. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit peu une image, je dirais, une synthèse de chacun des programmes, un peu sur quoi ils portent, puis qu'est-ce qu'on en retire finalement de la recension. Si on regarde les programmes de protection à l'égard des abus sexuels, bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces programmes-là visent à augmenter les connaissances, mais aussi les habiletés de protection à l'égard des abus sexuels chez les personnes des ITSA. Ces programmes-là ont 2 types d'intervention, donc c'est-à-dire soit qu'ils visent les personnes en tant que telles, ou ils visent les professionnels ou les intervenants qui les accompagnent. Donc, c'est de la prévention qu'on dit communautaire. Les programmes recensés aussi sont destinés généralement à une clientèle qui ont une déficience intellectuelle légère ou modérée. Donc, très peu ou pas de programmes vont sur les déficiences qui sont plus lourdes. Et également, on n'a pas aussi de programmes qui s'adressent aux personnes qui ont un TSA. Ces programmes-là aussi sont sur du moyen terme, donc c'est-à-dire qui sont menés entre 2 à 15 semaines, puis auprès quand même de petits groupes de 15 à 20 personnes.
La particularité des programmes qui sont faits auprès des personnes à l'égard de la protection des abus sexuels, c'est qu'ils combinent des méthodes qu'on appelle in vivo, in situ, c'est-à-dire que les programmes sont menés dans un premier temps dans un contexte qui est non naturel de formation où on va, par le biais de mise en situation, permettre le développement de compétences ou d'habiletés des personnes. Par la suite, on va essayer de transférer ces connaissances-là dans le milieu naturel. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des mises en situation où la personne en situation de handicap va être exposée à une sollicitation, par exemple, d'une personne qui va la solliciter au niveau sexuel sur la rue, et on va évaluer si elle a acquis des compétences ou des connaissances à ce niveau-là. Quant au programme d'éducation à la sexualité, bien évidemment, ce qu'on vise, c'est à permettre le développement des compétences et des connaissances en la matière. C'est toujours, en fait, la différence par rapport aux autres programmes, c'est que ces programmes-là visent les 3 cibles d'intervention, c'est-à-dire soit les personnes en tant que telles, leur famille ou les intervenants qui les accompagnent, mais jamais de manière combinée. C'est-à-dire que c'est un programme qui est vraiment strictement destiné à la famille ou à l'intervenant ou à l'individu. Toujours, à nouveau, même constat que par rapport au programme de protection, on vise toujours une clientèle avec une déficience intellectuelle et à ce niveau-là, majoritairement légère. Et puis, à nouveau, c'est des petits groupes qui sont menés sur du court terme. Enfin, le 3e type de programme qui était plus le développement des habiletés sociales, socio-émotionnelles. Donc, on vise le développement de compétences socio-sexuelles chez les participants. Ils sont exclusivement destinés aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA. Et c'est encore à nouveau sur du court terme et auprès de petits groupes. Maintenant, la question qu'on se posait, une des objectifs, c'était est-ce que ces programmes-là sont efficaces? Généralement, les programmes permettent de montrer qu'ils permettent de développer l'acquisition de connaissances. Mais l'enjeu, c'est vraiment le maintien des connaissances dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que quand les évaluations de connaissances sont faites tout de suite après le programme, ça va bien. Mais lorsqu'il y a des rappels quelques mois plus tard, sans intervention, on voit que les connaissances se perdent dans le temps. Au niveau des développements des habiletés sociales aussi, on voit que les personnes en situation qui sont DI ou TSA vont être capables de développer des habiletés sociales et ça à un niveau comparable aux personnes qui sont sans handicap. Ce qui est quand même un résultat intéressant parce que ça permet de voir que elles sont capables quand même de développer des comportements équivalents. Enfin, au niveau du développement des compétences de protection, et ça, je pense que c'est le résultat le plus parlant pour moi, à mon avis, c'est sûr que il est très difficile quand on fait parce que quand on parle des programmes, des 2 autres programmes, on va beaucoup parler sur des formations qui sont en contexte non in vivo, c'est-à-dire qui sont non en contexte de la vie de tous les jours. Puis ça devient difficile quand on essaie de les transférer dans la vie réelle. Fait que donc, ce qu'on voit, c'est que oui, c'est bon les programmes, mais il faut aussi prévoir des mesures qui permettent des séances de rappel de formation pour maintenir les compétences dans le temps. En ce qui a trait à la cible familiale, au programme qui vise les familles et les professionnels, ce qu'on remarque aussi, c'est que les programmes permettent une augmentation du sentiment de compétence à l'égard des questions de sexualité ou de protection des abus sexuels. Ça permet aussi de diminuer les fausses croyances et les préjugés, éléments nécessaires qui permettent aussi aux personnes d'être capables de développer des connaissances sur qu'est-ce qui est enseigné et comment l'enseigner.
Enfin, en terminant sur cette question-là, un peu plus du portrait des études recensées, bien évidemment, quand on applique la grille d'analyse sur la rigueur des études recensées, on peut pas prévoir, on peut pas dire que ces programmes-là sont efficaces ou que l'efficacité, en tout cas, elle est peu claire. Ça, c'est dû notamment aux biais liés à la méthode. Évidemment, on n'a pas des études avec devis non, c'est des devis qui sont non expérimentales, sans groupe témoin. Fait qu'évidemment, au niveau de la hiérarchie des preuves, on peut pas prétendre que c'est des données probantes, mais à notre avis, c'est quand même des programmes prometteurs. Il y a aussi des biais liés à la représentativité. Évidemment, j'en ai parlé tantôt, c'est des échantillons de petite taille qui sont très homogènes, que ce soit destiné à un groupe particulier selon le genre ou selon le type de handicap. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, le fait que les programmes soient enseignés sur une courte durée, ça fait que il y a un biais qui est lié au temps d'exposition qui ne permet pas de prédire l'efficacité du programme. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue qui va nous amener un peu plus d'un point de vue pédagogique. Quelles sont les leçons à tirer de ces études-là? Merci, Nathalie. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qui sortait des programmes, puis on s'est dit, bon, mais comment on pourrait regrouper ça pour voir comment transférer ça dans un contexte d'intervention, en fait. Et puis, ben, c'est là que j'arrive avec ma pédagogie. Et on a décidé, en fait, de regarder, de prendre ces leçons-là à tirer des programmes. Donc, qu'est-ce qui sort, les différentes études sortaient des programmes. Et puis, comment aussi, qu'est-ce qui apportait dans les limites de ces programmes-là, puis dans les choses qui devraient être faites, dans les suggestions qui étaient faites pour voir ben, comment nous, on pourrait vous partager ça. Puis, on a décidé de regarder ça en fonction des 3 cibles, donc individuelle, familiale, puis communautaire, mais aussi de le passer à travers le filtre de d'un cadre théorique qui est propre à l'éducation, qui est celui de la différenciation pédagogique. J'ai choisi ce cadre-là parce que je me disais qu'en tant qu'intervenant, on peut facilement reprendre une partie de ce cadre-là pour adapter, par exemple, des programmes d'intervention qui sont destinés à une clientèle, on dirait tout venant, là, sans handicap, puis de le modifier, de jouer un peu avec pour pouvoir l'utiliser auprès d'une clientèle présentant une DI et ou un TSA. Donc, ben, comme c'est le cas déjà au Québec, là, on le sait, une partie de l'étude consistait à peut-être que vous avez participé à l'étude d'ailleurs, aller voir qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans vos services. Donc, le cadre de la différenciation pédagogique qui nous amène à réfléchir premièrement, au contenu. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient apprendre, puis comment. Et puis, comment je peux le faire, puis comment je peux le modifier. Donc, ce qu'on fait en amont, en préparation là, du moment où on va aller en formation ou en intervention. Ensuite, on peut différencier les productions. Donc, ça va être par quels moyens qu'ils vont pouvoir nous démontrer qu'est-ce qu'ils ont appris. Ensuite, on peut aller différencier dans le processus. Donc, c'est quoi le type de tâches et les types d'activités qu'on peut faire. Puis finalement, on peut différencier l'environnement affectif puis physique. Donc, tout le contexte environnemental dans lequel les apprentissages vont se dérouler. Donc, pour chacune des cibles, individuelles, familiales puis socio-communautaires, je vais aller présenter les résultats qu'on a sortis de la recherche, mais en les sortant dans le filtre de la différenciation pédagogique. Donc, pour les recommandations individuelles, on parle premièrement de différencier le contenu, donc ce qu'on peut faire en amont, avant de faire l'intervention. Ce qui ressort de la littérature, c'est l'importance d'ajuster le matériel pédagogique et des notions en fonction de la compréhension des participants, aussi de leur niveau intellectuel. Si on sait que leur niveau de compréhension correspond à un enfant, par exemple, âgé entre 7 et 10 ans, bien, on va ajuster notre contenu. On va regarder les choses, on va changer, on va modifier les phrases, peut-être on va modifier le visuel pour que ce soit adapté à leur niveau de compréhension. Ensuite, on va aller modifier le rythme ou le contenu selon les besoins du groupe et des personnes participantes. Fait qu'on connaît nos groupes, souvent, on est capable de faire des groupes puis d'aller se dire, bon, mais cette gang-là, je pense qu'on aurait besoin de travailler telle affaire ensemble, on va les regrouper, on va ajuster notre contenu en fonction de ce groupe-là. Puis, ben, avec un rythme d'apprentissage qui correspond aussi au degré de déficience, par exemple, ou à l'endroit où la personne se trouve dans le spectre de l'autisme. Séparer les participants en fonction des contenus ciblés.
On a remarqué beaucoup, puis ça va aller plus tard aussi dans les limites, là, mais que beaucoup de programmes étaient séparés en fonction du sexe. Donc, si vous répondez au sexe féminin ou au sexe masculin, par exemple. Puis, comme je vous dis, ça va venir un petit peu plus tard là, dans les limites des programmes qui sont recensés, mais on peut séparer ça en fonction des participants selon le contenu, puis aussi s'assurer d'organiser des séances de rappel, en fait, qui vont favoriser un maintien des habiletés dans le temps. Donc, pas juste faire une séance ciblée qui va durer, par exemple, là, 10 semaines, c'est extraordinaire d'ailleurs, pouvoir le faire pendant 10 semaines, mais aussi s'assurer que peut-être un mois après, on va aller refaire un rappel, on va ramener le matériel pour s'assurer de créer un ancrage puis que ça revienne, parce que sinon, on va dire qu'ils ne l'encoderont pas, ça. Pour différencier les productions, donc les façons dont on va aller voir, parce que dans ce qui est de la cible individuelle, la littérature nous montrait de faire des pratiques qui impliquent plusieurs niveaux de système. Impliquer les professionnels, impliquer la famille, je vais prêcher pour ma paroisse, impliquer l'école aussi. Donc, trouver des façons où ils vont pouvoir démontrer auprès de différentes personnes leurs apprentissages. Puis ça rentre dans le transfert. C'est sûr que si je refais toujours les mêmes activités dans le même contexte, bien, ça va être facile de se le rappeler. Par contre, si j'ai à transférer ce que j'ai appris dans un contexte qui est différent ou auprès d'un intervenant ou d'une intervenante qui est différente, là, il y a un enjeu, par exemple. C'est un enjeu qui est normal pour, c'est sûr que, que je vois, moi, auprès des enfants puis des adolescents. Donc, même aussi pour les adultes qui ont une déficience intellectuelle puis qui sont dans le spectre de l'autisme aussi. Donc, s'assurer de vraiment varier les moments où ils vont pouvoir nous montrer ce qu'ils ont appris, puis varier les personnes aussi, donc varier les systèmes. Par rapport au processus, comment on va aller faire ça? Bien, la littérature, dans tous les cas, nous parle de combiner les méthodes d'enseignement. Fait que pas juste faire, par exemple, de l'individuel, de combiner, de faire des bouts en groupe, de faire du binôme, de rencontrer un peu de façon individualisée, des fois peut-être pour poser des questions qui sont plus embarrassantes. Ou aller voir un contenu plus spécifique en fonction du vécu de la personne, par exemple, si la personne avec qui on travaille est en couple. Partir des connaissances préalables ou des intérêts des participants. C'est sûr que quand on va aller en intervention, bien, partir des connaissances préalables, en éducation, on dit en fait, faire ressortir les connaissances antérieures. Donc, qu'est-ce que vous connaissez là-dessus? Puis partir de ça pour propulser l'intervention. Donc, ça crée un ancrage qui est meilleur aussi par rapport au vécu des participants. Puis, bien, quand on parle des intérêts des participants, on les accroche un peu plus. On est capable d'avoir un taux d'attention qui est plus grand aussi. On l'a dit plusieurs fois, puis on va le dire jusqu'à la fin, l'importance de répéter dans le temps les notions. Aussi, de permettre des échanges. Les gens ont le goût d'en parler, puis peut-être que pendant ce temps d'intervention-là, on peut créer, permettez-moi l'anglicisme, mais un safe space où on se sent à l'aise de parler puis de poser des questions. C'est ça qu'on veut aussi. Je fais un parallèle avec l'éducation, mais un peu comme on fait quand on fait des séances d'éducation à la sexualité, qui aujourd'hui, là, si vous ne le saviez pas, les programmes partent de la maternelle jusqu'au secondaire 5. On crée un safe space, puis les élèves sont appelés à pouvoir questionner puis échanger entre eux. C'est important aussi en intervention de le créer, ce moment-là. Et puis, utiliser le renforcement positif et évidemment les référents visuels. Finalement, pour les recommandations individuelles, on va être dans différencier l'environnement affectif puis physique. Donc, exposer à différents milieux, on l'a vu, Nathalie l'a dit, in situ, in vivo. Contextualiser les enseignements, faire des mises en situation, des jeux de rôle, utiliser les poupées anatomiques aussi. La littérature nous disait que c'était porteur. Et puis, assurer un transfert dans le milieu de vie. Donc, donner des documents pour faire des suivis auprès des familles ou des responsables parentaux, avoir des pictogrammes qui peuvent être réutilisés. Par rapport aux recommandations familiales, on va parler de l'importance de miser sur l'environnement. Donc, quand on est en intervention auprès des familles par rapport à la différenciation du contenu, donc ce qui se fait avant, c'est de faire des séances qui sont conçues spécifiquement pour les responsables parentaux. Développer des programmes puis des contenus en fonction de leurs besoins puis de leurs inquiétudes de parents aussi. Puis en tant qu'intervenant ou les intervenants qui sont dans votre service sont les meilleurs aussi, ceux qui fréquentent les parents qui vont dans les familles pour aller voir qu'est-ce qui les chicote, qu'est-ce qui les titille, puis qu'est-ce qui pourrait faire en sorte aussi que les familles s'impliquent dans des formations puis réinvestissent après. Assurer la clarté du message, peu importe les stratégies employées puis adaptées, s'assurer d'avoir un vocabulaire qui convient aussi au niveau de littératie des gens avec qui on travaille.
Et puis, donner des formations, entre autres avec des professionnels d'expérience. La littérature nous parlait de gens issus de l'éducation, de la psychologie clinique, de l'éducation spécialisée, de la recherche. J'ajouterais mon petit grain de sel à moi, là, qui revient avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'assurer aussi que la personne professionnelle qui va donner la formation soit liée aux gens de la pratique aussi, pour s'assurer que notre contenu est, permettez-moi encore une fois l'anglicisme, mais dans le bon target, pour ne pas passer à côté puis que ce soit adapté aux gens. Par rapport au processus qu'on peut différencier, encore une fois, combiner les modes d'enseignement, individualiser, binôme, petit groupe, grand groupe. La littérature nous parlait aussi de faire des bouts de formation conjointe avec le responsable parental et ou les jeunes. Puis, de miser aussi sur le soutien de groupe. Ça a sorti beaucoup dans la prévention familiale, de permettre des moments d'échange, d'anecdotes de bons coups, par exemple, pour un peu normaliser la situation, le vécu puis le quotidien. Finalement, pour les familles, bien, différencier l'environnement, avoir diverses stratégies autonomes, peut-être de faire un petit travail à la maison, des vidéos, des devoirs, des lectures. Puis, j'ajouterais balado, on peut être 2023. Puis, envisager les différentes stratégies de participative, donc des discussions, des jeux de rôle, des modélisations, des jeux questionnaires. J'achève, mais Monsieur Stéphane, nous allons dépasser notre temps, je vous le dis. Mais ça achève. Les recommandations communautaires, par rapport à la différenciation pédagogique, bien, dans ce qu'on fait en amont, donc dans les contenus à différencier. Quand on parle de communautaire, je vous rappelle qu'on parle des intervenants de terrain, des gens du milieu, de vous peut-être. Donc, offrir des formations plus intensives pour soutenir les apprentissages, puis optimiser les changements d'attitude, puis contrer certains préjugés. Donc, alors que pour les enfants, on parlait de, bien, les enfants, pardon, pour les personnes ayant une DI ou un TSA, c'est une déformation professionnelle. Donc, on parlait de l'échelonner dans le temps, puis de faire plusieurs séances, puis qu'on sait très bien que ça ne donne rien de faire une journée au complet avec quelqu'un avec une déficience intellectuelle moyenne. Mais pour les intervenants, on est dans le contraire. On est mieux de faire une journée complète de formation, 2 jours de formation pour avoir de l'impact, puis pouvoir aussi là, amener à développer, puis à créer, puis à co-créer ensemble. Organiser les contenus selon des thématiques ciblées. Puis ensuite, la littérature mettait aussi de l'avant le fait d'assurer l'animation par des chercheurs et aussi de peut-être envisager un mentorat pour assurer la liaison entre l'université puis la pérennité des apprentissages chez les personnes intervenantes. Donc, au-delà du moment de formation, assurer un suivi puis une disponibilité pour soutenir les gens. Par rapport à la diversification des processus, on parle encore une fois de combiner les stratégies pour les intervenants, donc l'enseignement qui est plus didactique, des ateliers, des petits groupes, des activités évaluatives, puis aussi, c'est l'importance aussi puis l'intérêt d'avoir des dossiers d'études, des mises en situation. On va pouvoir s'asseoir avec un dossier puis travailler ensemble là, concrètement dans une simulation. Finalement, on va parler de diversifier l'environnement. Donc, de dégager les membres du personnel des organisations pour assurer une formation régulière. Ça nous a fait plaisir, mais c'est la littérature qui le dit. Je termine ça avec les limites des programmes, en fait. De tout ce qu'on a recensé, puis avec les discussions qu'on a eues aussi avec les gens du milieu, avec, dans mon cas, les membres de ma famille qui travaillent avec vous, puis de ce qui sortait des limites à l'intérieur des programmes dans la littérature, les programmes sont vraiment axés sur des facteurs de risque, de protection et non sur ceux de risque. Donc, oui, on a une petite valeur qui est positive, mais on aborde beaucoup moins les facteurs de risque. Les programmes sont hétéronormatifs et cisgenres. On est dans le sexe et non dans l'identité de genre. Ça peut causer problème aujourd'hui. Puis, on est beaucoup aussi dans le couple homme-femme, ce qui aussi peut causer problème. Là. Fait que les programmes existants recensés dans notre recension de littérature sont vraiment de ce type-là. C'est un petit peu moins 2023, je vous dirais. Et on est aussi on sait que vous vivez dans votre quotidien puis dans votre pratique des enjeux d'identité de genre, notamment avec la clientèle, avec un TSA. Puis ça, c'est très peu, la clientèle TSA est très peu abordée dans ce qu'on a lu. Puis les enjeux d'identité de genre ne sont pas du tout là, abordés. Donc ça fait partie des limites qu'on sait qui sont importantes par rapport à votre pratique. On a vu beaucoup d'activités de prévention qui étaient morcelées, qui n'étaient pas répétitives, c'est une limite. Et puis finalement, si les programmes ne traitent pas de la notion de consentement, ce qui, pour nous, et surtout depuis 2017,
s'avère là un point central qui est vraiment important. Nathalie, je te laisse aller. Je vais être assez brève. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Je me suis amusée, je vous dis, ma spécialisation est en violence conjugale. Je me suis amusée de voir qu'est-ce qu'on dit en prévention de la violence conjugale versus qu'est-ce qu'on dit en prévention des agressions sexuelles chez la clientèle des TSA. Quels sont les grands principes? Et ce qui ressort de la littérature, c'est les mêmes choses. Donc, autant en violence conjugale qu'en agression sexuelle chez la clientèle qu'on a examinée, il est important d'agir tôt. Donc, dès l'enfance, mais aussi s'assurer qu'il y ait un continuum d'intervention, Marie l'a dit, tout au long de la vie, mais un continuum aussi qui combine les environnements de ces jeunes-là. Donc, la prévention ne devrait pas juste être faite auprès des jeunes, mais aussi auprès de leur famille, des intervenants, même des professionnels qui les accompagnent. Donc, on devrait avoir un continuum qui permet justement cette continuité-là et le renforcement aussi des connaissances. Évidemment aussi, intervenir auprès de problématiques sociales aussi importantes, c'est important aussi de mobiliser différents acteurs, pas juste en travail social, on le voit bien juste dans notre duo, moi et Marie, ça implique aussi la pédagogie, des gens qui sont capables d'enseigner ces notions-là, ça implique aussi d'autres professionnels de notre environnement. Donc, c'est important de diversifier nos stratégies, mais aussi de la manière de les enseigner. Et enfin, dans les deux types de prévention, ce qu'on voit, c'est qu'on vise les mêmes thématiques. On parle d'habileté sociale, on parle de connaissances sur la sexualité, on parle de connaissances ou de compétences en protection. Donc, c'est vraiment des principes, des grands principes qu'on revoit dans les deux sphères. Donc, ce qui nous permet de dire ce qu'on a vu en prévention des agressions sexuelles, qui est un petit peu plus pointu, s'appliquerait aussi dans un programme qui vise la violence dans les relations amoureuses. En terminant, pour conclure, et je conclus, nous croyons qu'il y a 4 grands champs d'action sur lesquels on devrait miser. C'est cette problématique-là de la violence conjugale chez les personnes en situation d'handicap en général, mais aussi des personnes des ITSA. C'est une responsabilisation sociale qu'on a. Hein. Tantôt, on le disait, Linda le disait, il faut s'en occuper. Et ça implique autant nos décideurs que nos intervenants, que nos familles, que la population en général. Fait qu'il faut être responsable par rapport à cette question-là et s'y attarder. Il faut aussi renforcer nos actions intersectorielles. Je m'excuse, j'aurais dire d'autres choses. Donc, autant qu'on ne travaille plus en silo, mais je dirais que c'est aussi vertical. C'est-à-dire que les paliers gouvernementaux doivent parler aux paliers régionaux, les directions à leurs intervenants. Donc, il faut travailler en intersectorialité. Il faut encourager aussi la formation continue puis le développement des compétences parce que c'est pas juste une affaire qui touche les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA, mais c'est aussi les gens qui les accompagnent. Donc, il faut qu'ils soient mieux formés, il faut qu'ils soient mieux soutenus dans leurs compétences pour soutenir ces jeunes-là. Et enfin, je le disais tout à l'heure, un peu avant dans mon tableau, je pense que je nommerai jamais assez fort et aussi souvent l'importance d'avoir un continuum de services qui est destiné à cette clientèle. Alors, je vous remercie. Marie, on a dépassé de 3 minutes. Ah non, vous êtes très bonne. Merci beaucoup, mesdames, pour cette belle présentation. Je demande à Nadine de nous relayer. Est-ce qu'il y a eu des questions des participants qui pourraient être relayées en 10 minutes là, avant le dîner? Alors, je te laisse la parole, Nadine. Parfait, oui, ça a suscité beaucoup de questions, en fait, là, puis certaines ont été répondues là, par d'autres personnes. Donc, je vais vous mentionner celles qui n'ont pas eu de réponse. Est-ce que vous connaissez des sexologues? Ah non, excusez, c'est pas ça. Est-ce qu'ils abordent aussi des intervenants exemples, couples ouverts des ITSA? Nous, on n'en a pas vu dans la littérature. C'est un peu la limite que Marie disait tout à l'heure. On sait que c'est une réalité parce que, on vous a présenté la portion de ce projet-là qui était revue de littérature, mais il y avait une portion aussi qui visait à aller faire le portrait des pratiques dans le réseau sur les activités de prévention et les besoins qui en découlaient.
Et ça, c'est un gros trou qu'on voit. Il y a d'énormes besoins par rapport à cette question-là qui ne sont pas répondus et qui n'ont pas d'études ou de programmes nécessairement évalués à ce sens-là, à ma connaissance. Puis, je me permettrais d'ajouter, puis là, vous avez le droit là, de juger si vous pensez que c'est un jugement, mais on a aussi beaucoup d'études qui viennent des États-Unis. Oui. Il y a ça aussi. Donc, vous connaissez la position là, présentement aux États-Unis, bien, si pour une personne sans handicap, on n'aborde pas ces notions-là, je ne pense pas que les programmes mis en place aux États-Unis puissent concevoir quelque chose qui est moins hétéronormatif, cisgenre par rapport là, à la sexualité chez les personnes avec un handicap. Intéressant. Puis, Nadine, avant d'aller à la prochaine, moi j'avais cette question-là. Donc, est-ce que la provenance des études puis la perception sociale de ces sociétés-là par rapport, d'un côté, à la violence, puis de l'autre côté, à la déficience intellectuelle, etc., et quand vous me dites qu'il y a eu un complément sur le terrain au Québec, est-ce que vous avez vu des accointances? Est-ce que les études européennes ou sont par rapport à notre réalité ici? Y a-t-il des liens que vous avez faits? Ben, moi, la principale chose qui me vraiment, je dirais, qui m'a sauté aux yeux, là, en mauvais français, là, ça se dit pas vraiment, mais en tout cas, qui m'est apparu, c'est qu'au Québec, contrairement aux programmes européens et aux États-Unis, on va traiter de la prévention conjointement auprès des deux clientèles. Donc, on va s'adresser à la fois aux personnes DI et aux personnes TSA. Alors que les autres programmes, c'est soit les DI ou les TSA, mais il n'y a jamais de programme qui vise les deux clientèles. Fait que ça, c'est vraiment, au Québec, on voit ça comme une clientèle conjointe puis des programmes de conjoints. Au Québec aussi, on n'en a pas parlé tantôt, mais on ne parle pas de... dans les programmes américains, on ne parle pas de perpétration. On va beaucoup avoir des programmes visant la prévention de la victimisation. Au Québec, nos programmes visent à la fois la victimisation et la perpétration. Donc, on a vraiment une force au Québec là-dessus de s'intéresser à ces deux aspects-là. Puis, l'autre élément aussi, peut-être en complément de ce que Marie disait, oui, beaucoup d'études viennent des États-Unis, mais aussi beaucoup de programmes qui ne sont pas jeunes. Quand on regardait nos programmes, c'est des vieilles études. C'est comme si socialement, ce sujet-là n'était pas à la mode. Puis on s'en préoccupe pas tant que ça dans la littérature. Et ça, moi, ça me pose question. Là. Ben oui, intéressant. Merci beaucoup. Nadine. Une autre question, je pense qu'au niveau de la formation, là, c'était vraiment... ça suscite beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il y a des formations axées sur la formation du personnel, ados, jeunes, adultes, employés qui œuvrent en fait dans les milieux, dans exemple, les camps d'été? On n'a rien lu là-dessus, Nathalie. On n'a rien vu. Puis même au Québec, dans les documents qui nous ont été partagés, là, que vous nous avez partagés, en fait, tout le monde là, qu'on ne voit pas, on n'a rien là-dessus, en fait. Là. Puis dans la littérature, non plus. Puis j'ajouterais là-dessus, Marie, si tu me permets, dans les besoins là, qui sont pressentis dans le réseau, là, c'est un grand besoin de formation puis de connaissance sur ces deux problématiques-là. Et de travailler aussi avec les différents professionnels. On parlait d'éducateurs spécialisés, de sexologues, de travailleurs sociaux, la police. Donc, on a besoin de travailler ensemble, de partager nos connaissances puis de s'outiller entre nous. Là. Là-dessus, j'avais juste une curiosité. C'est ça, c'est une double problématique. Est-ce que vous sentez qu'au Québec, dans les programmes, c'est le prolongement d'une formation, mettons, sur l'agression sexuelle et puis il va y avoir un module sur la DI, TSA? Ou bien c'est plus dans le milieu DI, TSA où il y aura à un moment donné la question de la violence conjugale qui va être abordée ou c'est les deux? Bien, moi, je pense que c'est deux champs qui sont comme vu un peu, ben là, vous parlez de violence conjugale et agression sexuelle. Je pense que c'est... Non, mais c'est parce que j'ai vu dans notre formation continue, j'étais allé, on a un environnement numérique d'apprentissage. J'étais juste curieux de voir si on avait de la formation dans notre réseau. Mais il y en a une grande sur la violence sexuelle et agression conjugale. Et il y avait un module sur DI, TSA. Donc, je me disais, OK, ça, c'est une filière. Tu rentres dans les gens, comme vous dites, qui se préoccupent de la violence et tu parles d'une clientèle particulière. Mais il y a aussi tout l'univers des gens qui se préoccupent
des personnes avec la clientèle des ITSA, auquel ça peut être une filière de formation pour parler de l'agression sexuelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a comme deux mondes là, qui pourraient se rencontrer, mais je ne sais pas si c'est les programmes s'adressent surtout aux milieux là, qui sont déjà dans la DITSA, milieu scolaire, puis on parle de l'agression, ou bien c'est les milieux qui se préoccupent un peu de la violence qui doivent considérer cette clientèle-là? Ce qui nous a été partagé beaucoup au Québec, puis ça a des limites, là, ça a la limite des gens qui nous ont répondu, à la limite des gens, parce que dans notre recension de littérature, on n'a pas grand-chose qui vient du Québec, là, comme dans, je ne dis pas grand-chose pour ne pas dire rien, mais dans l'étude où on a recensé ce qui se faisait au Québec, ben, on est beaucoup dans l'éducation à la sexualité dans les programmes qui nous ont été partagés, en fait. OK. Nadine? J'avais une autre question. Concrètement, que recommandez-vous aux intervenants pour mieux prévenir les abus sexuels et la violence conjugale auprès des usagers avec qui ils travaillent? En parler. Puis je le disais, puis on dirait que je répète toujours les mêmes choses, mais puis des fois, je me dis, bon, ben, c'est moi qui ai dépassé, mais la violence conjugale, la violence en général, là, on n'en parle pas assez. Qu'est-ce que la violence? Les gens, pour qu'ils soient capables de la reconnaître, de la nommer, il faut qu'ils savent comment elle se manifeste. Et dans d'autres projets de recherche, je voyais avec Martine Lévesque, je travaille beaucoup avec Martine Lévesque de ces temps-ci, aussi également ce matin qui nous a présenté, mais souvent même les femmes qui ont des handicaps, autres handicaps, ne sont pas en mesure de nommer qu'est-ce que c'est la violence. Elles vivent des situations de violence et elles ne les reconnaissent pas comme étant de la violence. Fait que moi, je pense que la prévention passe en premier par notre capacité à aborder socialement ce problème-là, à nommer comment la violence se manifeste, puis à informer les gens sur ce qu'elle est. Puis après ça, on va pouvoir, une fois on est capable de l'identifier, de pouvoir mieux la prévenir. Mais pour moi, là, je sais que c'est bien basique ce que je dis là. Peut-être que d'autres chercheurs me diraient, ben Nathalie, peut-être que ta vision est trop tunnel, mais moi, je me dis, pour prévenir, il faut être capable de l'identifier, il faut la nommer, il faut dire que c'est inacceptable. Il faut se dire aussi que c'est une responsabilité qui appartient à tout le monde. Ça appartient à mon voisin. S'il est témoin d'une situation où une personne vit de la violence, il a la responsabilité de dénoncer la situation, puis d'intervenir ou d'aller chercher du soutien. Donc, ça appartient pas juste au réseau de la santé et des services sociaux, ça appartient à la population en général. Intéressant. Marie-Pierre, en 2 secondes, parce qu'il y a une relance aussi. Nadine, je te laisse la relayer sur ce que vous venez de dire. Oui, en parler, mais Marie-Pierre, peut-être avant, ou Nadine, tu nous mentionnes le commentaire qui vient d'être posté? Ben, en fait, là, c'est marqué, ben, comment on fait, en fait, pour amener une personne qui ne reconnaît pas justement cet abus-là pour, en fait, là, lui en faire prendre connaissance, là. Donc, la question, c'est en parler, oui, mais si on a une clientèle DI qui ne reconnaît pas, c'est autre chose aussi, là. Quelle intervention appliquée? Ben, Marie, peut-être que tu pourrais, d'un point de vue pédagogique, répondre. Oui, parce qu'en fait, ce que je voulais apporter en précision, puis je pars avec aussi les travaux de ce que la Fondation Marie-Vincent fait là, auprès des enfants en violence. Utiliser les bons mots, hein? Parce qu'il y a eu plein de cas d'abus dans le passé qui n'ont pas été signalés parce que on disait à un enfant qu'une vulve, c'était une petite fleur, puis qu'après ça, les enfants parlaient de petites fleurs, puis là, on ne comprenait pas, puis on pensait que c'était une fleur, puis finalement, c'était pas de ça qu'ils nous parlaient. Fait que utiliser les bons mots, puis il y a quelque chose dans le principe en éducation, notamment auprès des clientèles avec une déficience intellectuelle, puis un TSA, qui est aussi sur la connexion avec le ressenti. De l'émotion par rapport au ressenti. Si moi, là, je te prends par le bras puis je te serre, là, dans ton corps, là, tu te sens comment? Dans ton cœur, tu te sens comment? Parce que, on leur parle d'émotion, mais souvent, on leur dit, oui, tu as une joie, tu es content, tu es de bonne humeur, mais dans ton corps, là, tu te sens comment? Ah, tu es excité, quand tu as peur, tu as mal au ventre, tu as quelque chose. Fait qu'avec les jeunes, on travaille beaucoup là, dans le socio-affectif de cette façon-là, en ramenant l'émotion avec le physique aussi. Je pense qu'il y a quelque chose d'important pour parler, entre autres, là, par rapport au lien qui a été amené là, par la personne qui a questionné sur, justement, dans ta relation,
si tu te fais forcer à faire quelque chose. Tu sais, si tu as une relation sexuelle, c'est supposé être agréable. Mais si tu te fais forcer et que tu ne consens pas à cette relation-là, toi, tu te sens comment? Parce que, puis si on n'en parle jamais des relations sexuelles avec les gens qui ont une DI ou un TSA ou un handicap en général, parce que, oh mon Dieu, qui n'ont pas de sexualité, c'est sûr. Mais si on n'en parle jamais, ben, ils vont continuer à penser que c'est normal de se sentir comme ça dans une relation amoureuse ou dans une relation sexuelle aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à aller connecter pour qu'ils comprennent mieux. Ce ne sera pas bien dit, là, mais vous allez comprendre. Il faut comme baisser le niveau. On parle à un adulte, oui, mais on parle à un adulte qui a un niveau de compréhension qui n'est pas celui d'un adulte de 35 ans, qui a une expérience de vie de 35 ans, puis des amis qui vont parler de leur sexualité, par exemple, puis qui vont faire des... Fait qu'il faut ajuster le niveau, puis parler. Moi, je suis vraiment dans le connecter le ressenti physique avec ce qu'on vit, là. Ça amène toute une autre dimension, c'est dans votre réponse, je trouve ça intéressant. On est souvent dans le cognitif, puis les gens qui posaient la question disent, ouais, mais là, on a une connexion très forte au niveau du ressenti. Nathalie, une dernière petit commentaire avant le dîner. Bien, c'est juste que je dirais, si j'ajouterais ma touche de TS à ce que Marie vient de dire, c'est aussi d'accompagner de manière bienveillante. Hein. On ne veut pas non plus, tu sais, on dit, ben, une personne qui a de la misère à reconnaître, ben, il faut accepter que ça prenne du temps. Ou l'accompagner, que peut-être elle ne reconnaîtra pas la première fois, puis qu'il va falloir faire plusieurs interventions pour l'amener là. C'est aussi cette tolérance-là qu'on doit avoir comme intervenant. Là. C'est ce que j'ajouterais à la réponse de Marie. Ben oui. Ben, merci beaucoup. Nadine, on arrive sur l'heure du dîner. On va avoir l'occasion peut-être à la table ronde de venir compléter des choses. Là. Je te laisse la parole. Après ça, je donne un petit mot de consigne pour le dîner. Mais Marie-Pierre? Bien, en fait, je veux juste dire aux gens que le rapport va sortir bientôt par rapport à ce projet de recherche-là, avec des fiches de transfert pour les intervenants où on va reprendre les conseils par rapport à la différenciation. Une page, 5 pages, ça va sortir d'ici à juin maximum. Puis, si vous êtes d'accord, ben avec la gang du ministère, on pourra vous le partager, puis vous pourrez aussi l'envoyer au réseau. Parce qu'on a vraiment pris une cible avec un rapport long et complexe, mais 5 pages, 1 page, puis 3 fiches illustrées là, pour les intervenants aussi. Ça va probablement répondre à la question, est-ce que vous avez la liste des programmes que vous avez rencontrés? Ah, il va être dans ce rapport-là en annexe 3, je pense. Et puis, je parle aux ceux qui organisent le colloque. Là. On a une liste d'inscrits, 200-300 personnes. Peut-être que ça serait une belle liste d'envoi par rapport à l'information qui vient d'être dit. Nadine, avant que je donne le mot de la consigne du dîner. En fait, je voulais juste demander aux présentatrices là, de juste transmettre le PowerPoint à Elliott parce qu'on a beaucoup de demandes en fait là, pour avoir accès à vos présentations. Donc, on les déposera à la fin de la journée, mais juste les transférer à Elliott là, pour qu'on puisse répondre aux besoins. Merci. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Puis transformez-les en PDF. Des fois, ça fait une présentation plus stable et plus serrée. Alors, consigne sur l'heure du dîner. Merci tout le monde. Merci Madame Marie-Pierre Baron. Merci Nathalie Sasseville.